Ces derniers jours, plusieurs interrogations sont apparues autour de Carl Fried Graf Durkheim et de son lien avec le zen. Ce qui permet d'affiner et de préciser grandement la nature du zen. Et donc, je remercie tous ces commentateurs ou toutes ces questions qui permettent vraiment d'affiner et de comprendre la spécificité du zen. Carl Fried Durkheim, à ne pas confondre avec Émile Durkheim, un Français qui a été une sorte d'instigateur de la sociologie en France. Donc Carl Fried Durkheim a tenté d'introduire en Occident une voie de transformation intérieure nourrie par son expérience japonaise. Son enseignement met l'accent sur le corps, la présence, la respiration et une qualité d'attention incarnée. Donc des éléments que n'importe quel observateur au Japon, observateur des dojos zen, peut remarquer. Il ne s'agit pas pour lui d'une philosophie abstraite, mais d'un travail vécu, inscrit dans l'existence quotidienne. Autre élément qui est vraiment caractéristique du zen. Et donc, il propose une voie accessible à l'homme moderne en intégrant des éléments du zen dans une perspective psychologique et existentielle. Cette approche parle à ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie à travers une pratique qui engage à la fois le corps et l'esprit. Chez lui, la posture, le souffle et la présence deviennent des moyens de se rendre plus conscient, plus unifié, moins individualisé. Mais cette orientation repose sur un présupposé fondamental qu'il existerait un moi qui devrait se transformer. Et c'est là où se trouve le point clé et qui explique la différence. C'est ce moi souvent fragmenté ou souffrant qui devient, pour Durkheim, le point de départ d'un processus de maturation. Le chemin consiste alors à le purifier, à l'approfondir, à le rendre plus authentique. Le travail intérieur prend la forme d'une évolution personnelle où l'individu progresse vers une version plus accomplie de lui-même. Et pour cela, Durkheim invite à reconnaître que le moi ordinaire n'est pas aussi stable ni aussi autonome qu'il le paraît. Il est constitué d'habitudes, de conditionnements, de réactions acquises au fil du temps. L'individu se confond généralement avec cette construction, sans en voir les limites. Et le travail qu'il propose vise à introduire une sorte de distance, d'espace, une sorte de lucidité. Dans le silence et la présence à soi, les pensées et les émotions cessent d'être vécues comme une identité fixe. Elles apparaissent et disparaissent comme des phénomènes passagers. Cette prise de recul permet une transformation progressive du rapport à soi. Mais même dans ce processus, il demeure un centre implicite. Il demeure quelqu'un qui observe, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui traverse.
Le moi n'est pas nié, il est affiné. Il devient plus transparent, plus aligné, plus réceptif à une dimension plus profonde de l'être. Durkheim parle ainsi d'un être essentiel qui peut émerger lorsque le moi superficiel se transforme. Cependant, cette émergence reste inscrite dans une dynamique où il y a encore un sujet qui se réalise, qui accède à une profondeur. Il y a encore un sujet. Le zen, lui, tel qu'il a été transmis en Occident, notamment par Taisen Deshimaru, prend une direction radicalement différente. Il ne part pas du moi pour le transformer, ni même pour l'observer en détail. Il ne propose pas une progression psychologique, ni une amélioration de l'individu. Il invite simplement à s'asseoir, à pratiquer zazen, sans but, sans attente, sans projet. Dans cette pratique, il n'est pas nécessaire de comprendre le moi, ni de le corriger. Là, on voit le court-circuit. Il n'est pas nécessaire de comprendre le moi. L'attention n'est pas dirigée vers une transformation personnelle, mais vers une présence immédiate à ce qui est. Et dans cette simplicité, l'idée même d'un centre personnel devient inutile. Il n'y a pas quelqu'un qui médite. Il y a la méditation. Il n'y a pas un sujet qui observe des pensées, il y a simplement des pensées qui apparaissent et disparaissent. Le zen ne cherche pas à améliorer le moi, il rend cette question sans objet, futile. Il ne dit pas que le moi doit devenir autre chose, mais qu'il n'est pas nécessaire de s'y référer pour vivre. Cette différence entre Durkheim et le zen apparaît encore plus clairement si l'on compare le zen à d'autres voies, comme celle de Ramana Maharshi. Dans l'Advaita, la question « qui suis-je » est centrale. Elle engage une enquête directe sur l'origine du moi, visant à révéler son caractère illusoire. C'est donc encore une enquête sur le moi. Il y a encore le moi quelque part. Il y a une démarche d'investigation, une forme de lucidité analytique qui conduit à dissoudre l'idée d'un centre personnel. Mais le zen, lui, ne pose pas cette question, ne pose même pas cette question. Il ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il ne s'appuie pas sur une compréhension progressive. Il agit autrement, il court-circuite la question en revenant directement à l'expérience directe. Il n'y a même plus de questions sur le moi. Plutôt que de chercher à savoir qui agit, il laisse l'action se déployer sans référence à un acteur. Juste l'action. Là où certaines voies passent par la connaissance, le zen passe par la pratique silencieuse. Il ne remplace pas une idée par une autre. Il laisse tomber la nécessité même d'avoir une idée sur soi ou sur le soi. Et donc la différence est claire, surtout quand on parle d'action libre.
ou d'action juste et sans choix. Pour Durkheim, une action plus juste peut émerger d'un moi transformé, plus conscient ou plus aligné avec ce qu'il appelle son être profond. L'action devient alors l'expression d'une maturité intérieure, mais dans le zen, l'action libre n'est pas le résultat d'une évolution du sujet. Elle surgit en l'absence de sujet. L'action libre surgit naturellement en l'absence de sujet. Lorsqu'on marche, il n'y a pas un moi qui décide de marcher, il y a la marche. Point. Lorsqu'on parle, il n'y a pas un centre qui produit la parole, il y a la parole qui se déploie. Point. Cette absence d'appropriation ne rend pas l'action confuse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais bien au contraire, elle la rend plus directe, plus adaptée, plus vivante, plus en harmonie avec le réel, avec les choses telles qu'elles sont. Elle n'est plus filtrée par des attentes, des peurs ou des constructions mentales du moi. Comme on l'a vu dans les arts zen, cette réalité est décrite comme l'acte sans acteur. Le geste juste apparaît lorsque disparaît l'idée de celui qui le contrôle. Le geste juste, c'est donc seulement le geste qui apparaît lorsque le contrôleur disparaît. Il ne s'agit pas d'un état exceptionnel, mais d'une évidence qui se révèle d'elle-même lorsque cesse l'identification à un centre personnel. Ainsi, la différence entre Durkheim et le zen ne tient pas à la pratique extérieure, mais à leur orientation profonde dès le départ. Durkheim propose une voie de transformation du moi, une maturation vers une forme d'authenticité et de profondeur. Le zen, lui, ne s'intéresse pas à cette transformation. Il ne cherche pas à améliorer l'individu, mais à voir qu'il n'y a pas d'individu. Il ne cherche pas à améliorer l'individu, mais à voir qu'il n'y a pas d'individu séparé au centre de l'expérience. Ces deux approches peuvent se rencontrer, parfois se compléter à certains moments du parcours, mais il est essentiel de ne pas les confondre. Sinon, c'est manquer la compréhension du zen. Transformer le moi, même de manière sincère et profonde, n'est pas la même chose que de voir qu'il n'y a jamais eu de moi à transformer. Le zen ne contredit pas nécessairement les démarches psychologiques qui ont leur rôle, mais il les dépasse en silence. Il n'ajoute rien, il retire simplement ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est là que commence véritablement la pratique du zen. Non pas dans l'effort de devenir quelqu'un de meilleur ou de plus éveillé, mais dans l'abandon de cette recherche. Lorsque l'on s'assoit sans objet, sans attente, sans intention de réussir, quelque chose se simplifie radicalement. Le corps respire, je l'ai dit, respire enfin. Les sons apparaissent, les pensées passent sans qu'un centre soit requis pour organiser cela.
Il n'y a plus rien à corriger, rien à atteindre. La vie se déploie d'elle-même, sans propriétaire. Cette simplicité n'est pas le résultat d'un accomplissement, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été là. Le zen n'enseigne pas une théorie sur le moi, il montre par la pratique silencieuse que le moi n'est pas nécessaire. Et dans cette évidence, une liberté silencieuse apparaît, non pas comme une conquête, mais comme une absence totale de contrainte. C'est la même chose pour la fleur ou le nuage.